Bonjour à tous et bienvenue dans cette session du Power Platform French Summit. Petite introduction avec les sponsors de l'événement. Donc, vous voyez sur cette diapo les principaux sponsors de l'événement. À titre indicatif, c'est une session à laquelle vous allez assister, d'Azeo Talent et Technologie, qui fait partie donc des sponsors. Au niveau de cet événement, n'hésitez pas à suivre la BIZAPS, AMS et le Club Power BI, qui sont donc des associations communautaires que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter. Alors aujourd'hui, on va faire une session ensemble qui va tourner autour de l'adoption de la Power Platform. Il s'agit en fait de vous proposer 10 bonnes pratiques pour adopter la Power Platform au sein de votre organisation. L'objectif de cette session, c'est vraiment de vous donner des pointeurs vers des concepts clés que nous avons identifiés en fait lors de la mise en place de solutions, que ce soit en interne comme en externe au niveau de chez nos clients, pour pouvoir vous aiguiller finalement dans votre compréhension des éléments clés qui vont être prédominants finalement sur le succès du déploiement de vos solutions, et notamment sur tout ce qui va être l'adoption, donc le fait que les gens dans votre organisation comprennent bien ce qu'ils ont à disposition et qu'ils se sentent autonomes sur la mise en place de solutions. Donc pour présenter cette session, nous allons être deux. Hakim, je te laisse la parole pour te présenter. Donc, bonjour à tous, déjà bienvenue sur l'événement Power Platform qui se fait à distance cette année. Je suis Hakim Boulram, responsable de l'équipe Business Solutions chez Azeo. Donc je suis habitué à m'occuper de tous les sujets CRM, collaboratifs et aussi Power Platform. Merci Hakim. Moi, pour ma part, je m'appelle Antoine Galland, donc je suis consultant chez Azeo autour des technologies Microsoft 365, avec une grosse casquette collaborative. J'aime beaucoup évoluer autour de SharePoint et Microsoft Teams. Et je fais partie d'une équipe qui s'appelle Digital Advisory, donc qui est très tournée sur l'accompagnement en fait, au changement chez Azeo. Alors pour cette session, ce qu'on a choisi en fait comme approche, c'est une approche par grande thématique. Au niveau de ces 10 bonnes pratiques, on va avoir des thématiques, des bonnes pratiques qui sont liées au cadrage, à la standardisation, au développement et à l'adoption. Et à la fin en fait, de cette session, on souhaiterait vous proposer une image en fait, de toutes ces bonnes pratiques dans une seule diapositive qui va vous regrouper en fait, tout ça. Et quelque part, l'objectif, ce sera que ce soit un petit peu votre roadmap, en tout cas les grandes lignes auxquelles il faudra penser quand vous allez vous positionner en fait autour de la Power Platform dans votre organisation. Donc je vous propose de commencer tout de suite par tout ce qui va être cadrage avec Hakim du coup. Donc oui, effectivement, concernant le cadrage, il y a des bonnes pratiques à suivre et la première bonne pratique, ça va être de comprendre déjà les outils de la Power Platform, à savoir quelles sont les applications ou les solutions qui sont mises à disposition dans le cadre de cette Power Platform, à quoi ils servent, bien identifier leurs capacités et éventuellement la correspondance entre cet outil et le besoin du métier. Donc juste vraiment à titre d'exemple, on peut avoir des applications Canvas, donc là c'est le cadre le plus simple, qui vont permettre d'avoir une application mobile, donc dédiée à un usage très simple. On pourra avoir Power Automate pour gérer des workflows, donc plus ou moins complexes, avec des déclencheurs différents, donc ceux qui vont être automatisés. Donc après une mise à jour, par exemple, d'un environnement comme un data service ou SharePoint, des workflows qui vont plutôt être instantanés, donc à la demande de l'utilisateur, via Power Apps ou via un simple bouton dans l'application Flow, vont être aussi planifiés, donc de manière récurrente, tous les X temps, va se déclencher afin de faire des mises à jour, par exemple. Donc on a aussi Power BI qui va permettre de faire de la data visualisation, Power Virtual Agent qui va permettre de faire du chatbot. On a le Common Data Service qui est la base de toutes ces applications, qui permet de mutualiser l'ensemble des données métiers et des données de paramétrage. On a AI Builder qui va permettre d'ajouter des couches d'intelligence dans nos applications. On a bien sûr le Data Connector qui va permettre à ces différentes briques de se connecter à vos données. Donc en termes de recommandations, il faut vraiment prendre connaissance de toutes ces solutions qui existent, par exemple en suivant une application Inodec que Azeo propose. Donc c'est bien de comprendre ces outils, mais il faut aussi savoir ce qui se cache derrière. Donc si je peux passer à la slide 2. Et là, en fait, on arrive sur la partie tarification qui n'est pas à négliger parce que finalement, quand on a un besoin, on peut décider, voilà la bonne application. Donc par exemple, un modèle driven, pardon. Mais derrière, se rendre compte que pour avoir un modèle driven, il faut des licences. Et là, forcément,
on a beau avoir imaginé la meilleure solution, on va se retrouver coincé, et là, on ne pourra pas aller plus loin, abandon du projet, et on refait tout à zéro. Donc vraiment, un des points importants quand on va mettre en place la Power Platform dans son entreprise, c'est d'identifier quelle application et bien sûr à quel coût, pour être sûr que derrière, on puisse mettre en place l'application. Ok, merci Hakim. Du coup, pour continuer un petit peu dans tout ce qui va être cadrage, au-delà donc d'avoir une bonne compréhension finalement des outils de la plateforme et son modèle de licence, il y a aussi un point qui est très important au niveau du cadrage vraiment sur notre stratégie. Au final, ça va être de comprendre quel type de population compose votre organisation. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà fait ou pas, de segmenter un peu des populations? À titre d'exemple, on peut imaginer des populations qui sont plus technophiles, qui vont être un peu pilotes, ou alors vous pouvez avoir un découpage aussi par influence, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur service, dans leur organisation, en fonction de comment vous avez découpé votre organisation, vont être très influents vis-à-vis de leurs collègues ou pas. Et ce genre de choses, en fait, c'est chose qui sera très important parce qu'il y a une question à vous poser. Les solutions Power Platform, on peut les découper un petit peu en suivant le schéma qui est donc donné en bas, qu'on a mis ici à titre indicatif. On peut en fait faire des choses qui sont plus du self-service, se dire ok, j'ai un positionnement où des utilisateurs de mon entreprise vont pouvoir faire des choses par leurs propres moyens, pour de la productivité personnelle ou des petites applications métiers, on va dire, avec peu de volumétrie. Et vous avez aussi des applications, en tout cas des solutions à plus grande échelle finalement dans votre entreprise. Il va falloir un peu se poser des questions, de se dire, OK, côté self-service, est-ce que je veux autoriser donner un certain pouvoir, une certaine autonomie à des utilisateurs ou non, et de faire un mapping quelque part avec le type de population que vous avez. Typiquement, des gens qui ne sont pas du tout technophiles, c'est dommage d'investir du temps à se dire, voilà, on va les forcer, entre guillemets, à aller faire des choses par eux-mêmes. Par contre, ces populations-là, ce sera très intéressant de leur dire, regardez, on va avoir des personnes qui peuvent vous accompagner, du coup, pour mettre en place des solutions qui vous servent à vous tous les jours. Donc aujourd'hui, la recommandation autour de ça, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qu'on connaît de votre organisation, quelles sont les populations, est-ce qu'il y a déjà des applications qui ont été développées, par exemple, sur lesquelles on pourrait capitaliser en se disant, voilà, on a vu que telle campagne de communication de telle manière ou alors telle implication avec les métiers s'est bien passée et capitaliser là-dessus. Et du coup, en termes de mise en œuvre, on est vraiment sur avoir une segmentation de votre population, de vos utilisateurs dans votre entreprise. C'est un exercice, s'il n'est pas déjà fait, il est très important de le faire. Est-ce qu'il y a déjà des schémas, des arbres décisionnels qui ont été identifiés pour d'autres projets, ou est-ce qu'il faut le faire aussi? Et la définition et diffusion de processus décisionnels, il faut que les personnes sachent finalement par quel biais faire prendre des décisions, qui est-ce qui a le pouvoir finalement sur ces thématiques-là. Donc c'est notre recommandation autour de ce point-là. Hakim, je crois que c'est toi pour la suite. Oui, donc là on va passer aux bonnes pratiques de standardisation. Et pour enchaîner, hop, on va vous recommander bien sûr de capitaliser sur vos données et sur vos applications. Parce que la problématique qu'on rencontre le plus souvent dans les entreprises, c'est qu'il y a des utilisateurs qui vont créer des applications de leur côté, qui vont être très bien et utilisées à leur niveau. Et finalement, on peut avoir dans un autre service d'autres utilisateurs qui vont avoir besoin de la même application, mais qui ne savent pas que quelqu'un a déjà fait quelque chose qui va... Et donc finalement, soit ils vont recréer quelque chose, peut-être moins bien, peut-être mieux, mais au final, étant donné qu'ils ne vont jamais communiquer ensemble, ils ne sauront pas et il y aura forcément de la perte de temps. Donc là, la recommandation, c'est essayer en fait de donner une visibilité complète aux utilisateurs, aux membres de l'organisation, afin qu'ils sachent, voilà, ce service-là a mis en place cette application. Et finalement, déjà, juste communiquer sur le fait, oui, regardez, j'ai mis en place cette application, par exemple, pour, comment dirais-je, organiser, dynamiser mon équipe. Ça peut aussi faire de l'émulation au sein de l'entreprise et donc finalement automatiser plein de choses que certaines équipes n'auraient jamais pensé à faire. Donc pour mettre en œuvre cette solution, il faut, ce qu'on recommande plutôt, c'est de mettre en place un catalogue de services et un catalogue d'applications existantes. Donc ça, on peut le faire avec un portail SharePoint ou un Teams, et on peut aussi mettre à disposition directement des utilisateurs des composants réutilisables. Mais là, on rentre un peu plus dans la technique. Mais de manière globale, il faut avoir une communication. Et je te laisse enchaîner Antoine. Ouais, très, très bon point. Et du coup, la cinquième bonne pratique est assez liée, en fait. En fait, ce qu'on pourrait
dire en termes de problématiques, c'est ce phénomène que tout le monde connaît un petit peu, qui est le cloisonnement des usages et de la connaissance. Au sein d'une organisation, c'est assez fréquent de se retrouver en fait avec une volonté quand même de communiquer entre les services, entre les départements. Seulement, c'est pas forcément quelque chose qui est flagrant, qui est vraiment mis en place. On a vraiment des solutions mises en place autour de ça. Et en fait, le point vis-à-vis de ça, c'est de se dire, OK, il faudrait à un moment, pour les sujets Power Platform, pouvoir créer et promouvoir un environnement unique, quelque chose de centralisé, hein, qui soit le point d'entrée, peu importe où je suis dans l'organisation, qui me permet en fait finalement d'accéder à un portail, quelque chose de dédié. Donc, comme tu l'as dit, du SharePoint par exemple, hein, c'est tout vu par rapport aux licences de Microsoft là, qui permettent de le faire, ou une autre solution. Après, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, un portail unique dans lequel en fait on souhaite mettre à disposition en fait on a marqué hub KM là dans la mise en œuvre, c'est juste de dire voilà un hub de knowledge management, en gros la connaissance, un endroit unique où je puisse faire des demandes d'aide, partager mon expérience aussi, hein, pourquoi pas, et en fait que ça permette de développer une communauté autour de la Power Platform et des utilisateurs finaux, que ce soit des gens qui souhaitent mettre en place et déployer quelque part des solutions, ou même juste savoir que ça existe, avoir quelques informations sur ce que l'on peut faire. Et ça, du coup, ça passe vraiment par un seul point d'entrée unique. C'est vraiment le message de cette bonne pratique, donc qui est mutualiser la connaissance au sein d'un portail unique. Après, ça peut rediriger vers différents espaces, hein, mais qu'on ait tous le même point d'entrée, pour casser un peu ce côté silo, cloisonnement des usages et connaissances. On va continuer du coup sur une autre thématique qui est au niveau du développement. Donc la bonne pratique ici, ça va être le fait de normaliser la qualification des besoins métiers. Donc on est vraiment sur le moment, ok, je suis utilisateur, donc employé dans une organisation, j'ai une idée, j'aimerais mettre en place une solution, pardon. Et là, il y a vraiment un point à traiter, en fait, parce que tout un chacun, enfin voilà, que ce soit Hakim, moi, d'autres personnes, on va avoir des manières d'exprimer nos besoins qui vont être propres à notre personnalité, etc. Et du coup, on va exprimer nos besoins soit en faisant du bruit, en donnant trop d'informations, ou pas assez, ou pas forcément les bonnes informations. Et ça, en fait, donc la problématique, c'est vraiment aligner le besoin et la réalisation, c'est-à-dire la personne qui a le besoin. Ça peut être la même personne qui réalise ou aider d'autres personnes. Hein, c'est un peu ça qu'on pousse comme usage. Et en fait, le fait que ce ne soit pas vraiment aligné, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de canal vraiment de communication pour définir, qualifier les besoins, ça peut faire en sorte qu'il y ait de la compréhension déjà sur ce qu'on souhaite faire. En termes d'évaluation des charges, ça va être compliqué d'avoir un résultat, une évaluation qui soit en phase avec le vrai besoin. Et puis ça va avoir des implications pour tout ce qui est périmètre, budget, planning. Déjà au début, on va commencer à imaginer cette solution. Du coup, nous, en recommandation, on vous propose de normaliser en fait le processus de recensement du besoin. Clairement, c'est de la mise en place et la promotion d'un formulaire, quelque chose de vraiment linéaire avec des réponses qui rentrent le plus dans des cases, pas forcément du texte libre, ce genre de choses, mais de mettre en place des formulaires. Voilà, j'ai un besoin, ok, quelles sont les fonctionnalités attendues, de quelles données j'ai besoin, quelle est l'audience, quelles sont du coup, voilà, je l'ai dit, les données, les fonctionnalités, mais quelle est l'audience, la volumétrie aussi, avoir quelques informations là-dessus. Ça nous aide déjà à définir quelle solution on va envisager. Donc ça, c'est un point vraiment important au côté standardisation, quelque part. Je te laisse continuer, Hakim, pour la suite. Donc finalement, tout ce que vient de dire Antoine, ça va se rejoindre avec définir les acteurs du projet. Souvent, on a la problématique de who does what, donc qui fait quoi, et on arrive toujours à un moment où on se dit « Ah, je pensais que c'était lui, ah non, c'était moi, ah non, c'était personne ». Donc finalement, cette problématique va empêcher d'avoir un projet qui va correspondre à ce qui est attendu. Donc généralement, ce qu'on voit, c'est toujours métiers qui se disent j'ai pas été impliqué dans la phase de réalisation et finalement ce qui a été fait ne correspond pas à ce que je veux. Et on a aussi le même problème côté DSI qui dit j'ai pas été impliqué sur la phase de cadrage, donc je sais pas ce qu'il voulait faire et donc j'ai pas pu identifier les problématiques qui sont inhérentes à notre organisation. Donc là, la recommandation, ça va être vraiment d'identifier un sponsor métier et un référent technique. Donc finalement, ces deux personnes-là vont porter tout le projet. Donc là, quand on parle de projet, on parle de gros projets à ce niveau-là. On peut parler aussi de petits projets avec des échanges qui seront peut-être moins formels, mais c'est toujours bien d'avoir à chaque fois un sponsor et un référent technique. Donc ça se fait de manière assez simple en définissant un RACI global
qui sera applicable en fait à chaque projet et à chaque service. Donc on va demander, par exemple dans le formulaire dont avait parlé Antoine, on peut demander quel est votre RACI sur ce projet. Donc qui va être le sponsor, qui va être le référent technique, et s'il n'en a pas, on sait qu'il va falloir leur en affecter un. Parce que finalement, un utilisateur, il a besoin aussi d'être aidé sur certains points techniques parce que ce n'est pas son métier de connaître toute l'infrastructure ou toutes les problématiques qu'on a dans l'entreprise à cause de règles RGPD ou ISO et autres. Oui. Et je te laisse changer de slide. Yes. En tout cas, point très important, parce que ça permet comme ça de standardiser quelque part une manière de faire des solutions, et du coup, au final, de savoir identifier directement quand il y a des trous dans la raquette, en termes de sponsors, comme tu le disais, de responsables. C'est toujours mieux quand on a des personnes référentes, en effet. Allez, on va passer aux bonnes pratiques du coup de la thématique adoption. Donc, on va commencer sur la première, qui est la mise en place de communautés transverse avec des ambassadeurs. Donc, c'est quelque chose de très, très accompagnement du changement, là, ce point-là. En fait, la problématique, alors c'est un peu lié à ce qu'on avait vu pour la standardisation, pardon, c'est le manque de communication et le mode silo entre les services. Le but, en fait, c'est de créer une communauté pour pouvoir, en tant qu'employé, finalement, participant, partie prenante au niveau de l'organisation, de pouvoir consulter, de partager mon expérience autour de ce que j'ai pu faire autour de la Power Platform. Et ça, du coup, en termes de mise en œuvre, on a mis plan de com et plateforme communautaire. En fait, c'est assez proche de ce qu'on a pu dire au niveau de la mise en place d'un portail centralisé unique dans lequel tout le monde rentre en fait finalement pour avoir de l'information, faire des demandes via un formulaire, ce genre de choses. En fait, là, on va s'attaquer un petit peu aux fonctionnalités qu'on souhaiterait donner à cette plateforme communautaire. Est-ce que, par exemple, on souhaite mettre en place, on pourrait imaginer un forum, on pourrait imaginer, en fonction de la culture de l'entreprise, s'il y a déjà un réseau Yammer qui est un réseau social d'entreprise qui est mis en place, on pourrait capitaliser dessus pour fluidifier finalement les échanges autour de sujets Power Platform et comme ça faire venir monter progressivement l'engagement déjà des personnes, leur donner l'envie de partager et de poser des questions. Et puis faire un petit peu aussi, alors ça c'est en fonction bien sûr de la culture d'entreprise, mais on peut imaginer des retours d'expérience sur des petites applications qui ont eu un gros impact sur la valeur ajoutée, sur les performances de l'organisation et qui vont être intéressants de communiquer dessus, en fait, faire des petites sessions pour imaginer ou au moins une présentation PowerPoint pour venir diffuser comme ça finalement le succès de la mise en place d'une application. Donc c'est assez lié, on va dire, à ce qu'on a pu dire un petit peu plus haut dans les points, mais là vraiment sur l'aspect ambassadeur, finalement venir aussi mettre en avant certaines personnes qui ont contribué, qui contribuent. Donc ça dépend vraiment j'ai envie de dire, la culture de l'entreprise. Si le fait de mettre en avant des employés, c'est pas quelque chose qui est habituel, on ne mettra pas forcément en avant les employés, mais voilà, ça se travaille un petit peu. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est de quelle fonctionnalité on va donner à notre communauté pour qu'elle puisse s'épanouir finalement. Je vais passer au point du coup qui est juste après, qui correspond à piloter les usages. La problématique là-dessus, elle est très très classique. C'est la visibilité finalement autour de l'usage des solutions et de la donnée aussi qu'on a en place en fait dans notre organisation. Aujourd'hui, vous avez certaines choses dans l'administration qui vous permettent d'avoir une idée globale de ce qui se passe dans votre organisation autour de la Power Platform. Donc, il y a quand même des outils natifs d'administration qui permettent d'avoir des données. Seulement, il y a un outil qui est assez intéressant. Donc, dans les slides, vous aurez le lien. Je crois qu'il y a une session autour du centre d'excellence de Microsoft, que propose Microsoft. Nous, ce qu'on recommande, en fait, c'est tout simplement de l'installer. C'est très, très simple. Vous avez une procédure très, très simple. Ça vous apporte pas mal de fonctionnalités, surtout pour gagner en visibilité, que ce soit sur les applications, les sources de données, les solutions dans leur globalité. Vous avez les flux aussi Power Automate, vous avez pas mal de choses. Et du coup, voilà, en mise en œuvre, c'est assez simple, simple, on va dire, c'est télécharger, installer et puis regarder un petit peu les choses qu'il y a dedans. Donc, je vous invite vraiment à regarder la session. Il y a une session dédiée à ça dans l'événement. Vous aurez un peu plus d'informations. En tout cas, c'est un des outils qui vous permet surtout d'avoir un retour. Finalement, dans votre stratégie, vous êtes mis des objectifs qui peuvent être, voilà, je souhaite gagner du temps, que tel service gagne du temps en mettant en place une solution. Finalement, c'est là que vous allez pouvoir avoir le retour en termes de données sur votre investissement. Est-ce que votre application, votre solution est très utilisée ou pas, ce genre d'informations, et que vous aider à peut-être aussi des fois réorienter, en tout cas venir optimiser les choses que vous avez déjà mis en place, ou en tout cas apprécier finalement l'utilisation.
En enchaînant avec notre dernière bonne pratique, à savoir mesurer et préparer l'adoption et la montée en compétence des utilisateurs, là il s'avère que ce qu'on voit chez les clients, c'est forcément tous les utilisateurs n'ont pas le même niveau de connaissance de la Power Platform. Et la plupart finalement n'ont même pas connaissance finalement de la Power Platform et des possibilités qu'elle offre. Donc notre recommandation, ça va être en fait de mettre en place un plan d'onboarding avec un suivi de l'évolution qui sera personnalisé par utilisateur, à savoir réussir à identifier et à segmenter en fait tous les utilisateurs par maturité, les mettre un peu dans des wagons et se dire voilà, ceux qui ont le niveau le plus bas, eux on va commencer de manière simple avec peut-être le fait de leur pousser quelques vidéos, quelques documents, organiser aussi quelques sessions de présentation d'applications, de présentation des briques, des capacités. Et consolider à ça, on va mettre aussi en place des parcours de formation qui vont être aussi adaptés au level. Et après, bien sûr, pour suivre vraiment l'avancée de chacun des utilisateurs, on peut mettre en place des petits questionnaires récurrents qui seront envoyés en fonction du dernier niveau connu de la personne. Et dès que cette personne va répondre au questionnaire, si elle répond bien et que finalement on voit qu'elle a bien assimilé les choses qu'on lui a présentées, on peut la faire monter d'un niveau. Ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, on pourra impliquer en fait ces personnes comme utilisateurs clés. Et finalement, quelqu'un qui maîtrise la Power Platform, c'est quelqu'un qui va pouvoir l'expliquer aux autres plus facilement. Et donc, s'ils peuvent l'expliquer aux autres, finalement, on aura vraiment une entreprise avec une connaissance globale de la Power Platform qui sera bonne et qui va permettre en gros, de mettre en place les projets plus facilement et de les adopter aussi plus facilement. Et aussi de mettre en adéquation le besoin d'un utilisateur avec ce qu'il est possible de faire dans la Power Platform et donc le moins possible à arriver à faire du spécifique et faire rentrer toute l'organisation dans du standard. Carrément. Je te laisse enchaîner, Antoine. Yes, ouais. Il y a un point qui, avant de présenter notre usine à bonne pratique, qui me venait à l'esprit, c'est de dire en fait finalement au niveau du fonctionnement du cerveau humain, on retient beaucoup plus ce qu'on apprend aux autres. C'est quand on va redonner en fait finalement des informations à quelqu'un, c'est là qu'on retient le plus les choses. Et si en fait la meilleure manière de diffuser une information peu importe dans une organisation, c'est vraiment quand des personnes se sentent impliquées et qu'elles vont dire regarde, aujourd'hui j'ai fait un truc, ça m'a fait gagner pendant tout le mois, je vais gagner 5 minutes de mon temps que je prenais pour faire un truc de récurrent avant. Voilà, peu importe le sujet. Et c'est là, en fait, finalement, que la mayonnaise prend. Et c'est vraiment ça qui est le plus efficace, en tout cas, pour monter en compétence, mais de manière globale, l'organisation. Allez, on va parler de notre usine à bonne pratique. Tac. Donc là, en fait, on a, dans cette slide, voulu synthétiser un peu l'ensemble des thématiques qu'on vous a présentées dans le cadre de nos bonnes pratiques. Et finalement, on va retrouver en 1, donc le point principal, la partie cadrage. En point secondaire, la partie standardisation. Donc pour expliquer la partie standardisation, c'est vraiment finalement faire rentrer un peu dans un silo chaque demande, donc dans un niveau très fin. Et finalement, une fois que cette demande est rentrée dans ce silo, on peut aller, comment dirais-je, la dispatcher aux bonnes personnes. Donc à savoir soit l'équipe technique, soit une équipe fonctionnelle pour aller cadrer le besoin ou alors réaliser le besoin avec l'équipe technique. Donc la phase de développement, enfin, la thématique de développement, pardon. Donc là, c'est vraiment au niveau, comment dirais-je, réalisation pure, avoir une manière de faire, une équipe dédiée, et qu'on puisse promettre en gros aux utilisateurs, vous avez des besoins, on a une équipe pour réaliser, si vous n'êtes pas en mesure de le faire seul. Et la partie 4, donc l'adoption, c'est vraiment transverse finalement à toutes les autres thématiques. Et ça va permettre de manière globale de diffuser un peu les bonnes pratiques de l'entreprise, de diffuser aussi la connaissance de l'entreprise et rendre chaque personne plus ou moins autonome. Donc une personne qui va connaître ou qui va savoir comment fonctionne Power Automate va pouvoir être plus productive parce que par exemple, elle sait que quand elle reçoit des emails de telle personne, ça va devenir prioritaire. Donc elle peut se mettre en place un flow qui va aller modifier cette priorité. Une personne qui ne connaît pas Flow va peut-être dire tiens, j'ai envie de découvrir Flow, va créer un workflow en se disant que c'est un test, va l'activer par mégarde et finalement va aller transmettre plein d'emails sans faire exprès à plein de personnes. Donc c'est vraiment important quand même pour chaque utilisateur de connaître un peu ce qu'il est possible de faire avec la Power Platform pour améliorer sa productivité et aussi pour éviter de faire des entre guillemets bêtises. Complètement. Et ce qui est, je pense, un bon challenge, c'est à partir du moment où une organisation a pris la mesure en fait des intérêts, de la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à son travail, etc., au travail de ses collaborateurs,
à travers la Power Platform, c'est dire OK, on standardise finalement, on fait vraiment un moule hein, avec tout qui est bien défini, hein, pour qui sont les responsables, quelles sont les choses que l'on va mettre en place, on le sait déjà dès le début, donc c'est ce travail-là qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, demain, quand une personne va vouloir mettre en place quelque chose qui est plus de l'ordre du self-service, qui est voilà, quelque chose de relativement simple techniquement à mettre en œuvre, en fait, très rapidement, elle va pouvoir se dire, ah mais attends, telle brique de la Power Platform me permet de faire quelque chose, je crois, j'en ai entendu parler, voilà, peu importe où. Et là, de pouvoir aller, hop, dans notre en fait, point central hein, de connaissances, hein, donc le portail dont on parlait un petit peu plus tôt, et de se dire, là, de commencer à être guidé avec 2-3 mots-clés, voilà, d'avoir de l'information. Quelqu'un a fait quelque chose qui est proche, ok, super, je peux prendre contact avec cette personne, potentiellement, et on se retrouve comme ça avec des super petits projets de co-construction, et on sait tous, je pense on sait tous, même si voilà, on a travaillé sur des gros projets, forcément dans des entreprises, hein, mais on sait tous que c'est ces petits projets qui viennent sur des choses relativement spécifiques, qui sont à l'initiative de la personne qui en a besoin, qui vont, un, le plus vite à être mises en place, c'est quand même un gros critère de la Power Platform, et deux, qui ont une valeur ajoutée relativement énorme, parce que ça vient des personnes vraiment qui en ont eu le besoin. Voilà pour cette session. Du coup, je te laisse clôturer si tu veux, Hakim. Écoute, merci Antoine. Donc, en clôture, on va être assez simple. Finalement, ces bonnes pratiques sont peut-être des bonnes pratiques qui sont assez bateaux, mais il faut vraiment penser à les prendre en compte pour avoir une vision globale de son adoption de la Power Platform. Donc, pour clôturer, ça va être juste ça. Et merci beaucoup pour votre attention, en espérant qu'on ait été assez clair et qu'on vous a apporté des réponses aux questions que vous posiez ou qu'on vous a aidé à voir plus clair dans comment adopter la Power Platform dans votre organisation. Parfait. Allez, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir.